En deux mots, et on reparlera également avec vous tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'association, justement, de ce qui va se passer à Copenhague? C'est dans moins de 8 mois maintenant. Concrètement, qu'est-ce que vous en attendez de ce rendez-vous qui est important quand même? Alors, nous attendons deux choses principalement. La première, j'ai déjà évoqué, que les règles soient dites et qu'elles soient affichées clairement sur la façon dont on va permettre à 80% de l'humanité d'opérer ce virage pour la sortie de la crise, dans lequel ils sont embourbés à travers le climat comme à travers d'autres choses. Et ça passe effectivement par le lever de moyens de financement, peut-être dont on a un certain nombre de solutions, en taxant une partie de l'énergie, la contribution carbone, je ne sais quoi. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, je veux dire. Mais ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est bien entendu des engagements des différents grands blocs de pays sur des objectifs de réduction des émissions qui soient compatibles et cohérents avec ce que dit le GIEC depuis maintenant des années. Et notamment dans ce qu'il a répété dans son rapport de 2007, où il dit d'ici 2020, c'est vers une diminution de 25 à 40% des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut aller dans les pays riches. Je mets ça en parallèle à la décision qu'a prise au vote de l'Union européenne en décembre dernier d'aller à 20%. Et encore, dont beaucoup de ces mesures seraient opérées auprès des pays en développement. Donc on n'est pas encore dans les bonnes échelles. Ce que nous attendons de Copenhague, c'est que ces objectifs soient réaffirmés, et qu'ils soient réaffirmés suffisamment solennellement par l'Union européenne, mais également par les États-Unis avec Barack Obama qui va peut-être dire des choses peut-être pas aussi ambitieuses que ça, mais enfin il rentre dans le processus, et ce qui permettrait peut-être de débloquer une partie de la situation et de voir d'autres grands pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays émergents mais qui font une partie du problème, prendre la route également de la sortie de Copenhague. D'accord, on le saura rapidement puisqu'on disait Copenhague c'est dans moins de 8 mois. Jean-Pierre Tabé, on a parlé de l'ADEME, on va peut-être juste en quelques mots repréciser ce qu'est l'ADEME pour ceux qui parmi nous ne savent peut-être pas, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'ADEME, votre rôle, vos missions, avant de parler un petit peu justement du fond du problème et du dérèglement climatique. Oui, je crois que le changement climatique est plus important que les institutions, que les États mettent en place, surtout au niveau national, pour s'en occuper. L'Agence de l'environnement donc, a été créée en 1982. Elle s'occupe à la fois d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et de gestion des déchets. Et c'est donc les missions qui lui ont été déléguées par le ministère de l'Environnement, qui est sa tutelle directe. Voilà. C'est un organisme de 800 personnes avec des bureaux dans toutes les régions de France, donc une vingtaine de personnes à Dijon, à Toulouse ou à Lille. Et un budget d'intervention, c'est-à-dire de distribution vers les collectivités locales ou vers les entreprises, de l'ordre, aujourd'hui, grâce aussi un peu au Grenelle qui a un peu rallongé la sauce, de l'ordre de 450 millions d'euros par an sur le territoire national. Voilà. Une petite activité internationale aussi. Le développement de produits comme le bilan carbone depuis 2002, les plans climat-territoriaux pour toucher au climat, etc. Et donc c'est un organisme qui, à la fois par ses missions propres sur l'efficacité énergétique, comme le rappelait Yves Cochet, ça participe, et les ENR participent de la diminution des émissions carbone, et puis sur des programmes spécifiques liés au changement climatique. Justement, par rapport à ce thème des dérèglements climatiques, comment vous pouvez agir, vous, en tant qu'ADEME, au quotidien? Parce qu'on parlait tout à l'heure des moyens, bon, vous parliez du budget, qui n'est pas très très important par rapport quand même à la mission qui est la vôtre. Comment on peut agir? Oui, mais c'est un peu... L'ADEME fait partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste qui s'appelle les pouvoirs publics nationaux. Par exemple, les dégrèvements d'impôts pour les matériels d'efficacité énergétique ou de NR représentent largement plus et touchent aux milliards d'euros. Donc c'est un peu difficile de parler de l'activité de l'ADEME toute seule, sans voir ce qu'elle mobilise en région aussi. Les conseils régionaux, quasiment l'ADEME contractualise avec quasiment tous les conseils régionaux qui abondent 2 fois, voire 3 fois plus d'argent sur les problèmes locaux. Donc il faut regarder un peu ce que font les pouvoirs publics là-dessus, à la fois pour le comprendre et puis pour éventuellement critiquer ou vouloir en faire plus sur certains domaines. D'abord, les pouvoirs publics ont une action internationale. À Copenhague, par exemple, la France négocie au sein de l'Europe. C'est pas la France qui négocie à Copenhague, c'est l'Europe.
Mais la France a aussi des actions bilatérales, comme avec la Chine, ou surtout avec l'Afrique en fait, et les problèmes de déforestation dans la vallée du Congo, et avec les petites îles, puisqu'on a plusieurs petites îles, même la France, qui sont touchées par la hausse du niveau de la mer dans le Pacifique. Donc il y a un aspect de négociation internationale, il y a un aspect de négociation à l'intérieur de l'Europe. C'était pas facile de faire le paquet énergie-climat, c'est-à-dire les engagements de l'Europe entre 2013 et 2020 de diminution de 20% par rapport des émissions par rapport à 1990. C'était pas facile de se répartir le fardeau, comme on dit, entre les 27 pays européens. C'était pas facile d'éviter les dégrèvements, et il y en a énormément concernant les entreprises qui sont soumises à quotas. Donc tout ça est une vraie difficulté. Au niveau national, maintenant, il y a des mesures, certaines préalables au Grenelle, d'autres sont dans le Grenelle, qui, je rappelle, n'est toujours pas voté. On n'est pas encore... Et il peut y avoir des modifications par rapport à ce qui est prévu. Mais il y a des mesures qui concernent les transports, qui concernent l'habitat, des mesures nationales, et puis il y a toute une induction de mesures au niveau local qui sont faites là aussi, soit par des contractualisations, soit par des mises en place d'outils, etc. Les mesures nationales, c'est sur le transport, favoriser les transports en commun, sur le bâtiment, faire l'isolation, faire des ENR, même si on sait que c'est cher aujourd'hui pour réduire le carbone, mais c'est aussi une assurance pour l'avenir quand on n'aura plus de pétrole. C'est au niveau des entreprises, ça c'est maintenant européanisé, on peut dire, puisque le système de quotas est un système qui n'est plus géré de façon nationale, mais de façon européenne. Vous avez l'impression que les Français sont... le message, en tout cas, à l'heure de passer, on en parlait tout à l'heure, un récent sondage rappelle que 97% des Français savent ce qu'est le développement durable, même si on met un peu tout et n'importe quoi dans ce terme de développement durable. Est-ce que vous avez l'impression justement que votre travail a contribué justement à changer un petit peu l'attitude de nos concitoyens ? Oui, enfin, il y a eu notre travail, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces domaines-là, effectivement, c'était un peu comme du temps de la campagne de Dumont, quand on était en interministériel dans les années 80, tout le monde rigolait de l'ADEME et de ce qu'il racontait, etc. Bon, là, maintenant, tout le monde veut faire notre boulot, c'est donc que ça marche. Ceci dit, il reste des choses qui sont tout de même intéressantes. Vous citez ce sondage, qui est un sondage de notoriété. Moi, j'en citerai un autre qu'on a fait il y a 2 ans, on posait la question à un panel de gens, est-ce que vous pensez qu'on pourra sortir des problèmes liés au changement climatique par la technologie, ou bien qu'il faudra aussi changer de comportement, c'est-à-dire changer de civilisation, en fait. Et bien, quand on posait ça à l'ensemble des Français, il y en avait 80% qui répondaient non, la technologie ça ne va pas suffire, il va falloir changer des choses, même si les gens ne sont pas prêts à le faire, même si les gens, à chaque fois qu'on leur retire leur voiture, bon. Et on posait la même question aux parlementaires, députés et sénateurs, et 80% répondaient la technologie nous sauvera. On voit bien qu'il y a un décalage, que les gens savent, en gros, que ça ne peut pas continuer comme ça. Ils le savent. Mais d'une part, à chaque fois qu'on touche à quelque chose, ne serait-ce que les ENR, la pénétration des énergies renouvelables se heurte aujourd'hui à chaque fois à un problème. Quand on fait de la microhydraulique, c'est les pêcheurs qui ne sont pas contents parce que les poissons vont falloir monter. Quand on fait des éoliennes, il y a des sifflements insupportables, alors que les gens supportent bien d'autres choses dans le métro, mais il y a des sifflements insupportables et ça tue 3 oiseaux. Quand on fait de la biomasse, là c'est un vrai problème sur les biocarburants, mais sur le reste de la biomasse ça fait des poussières, ce qui est vrai mais qu'on peut éviter, etc. Donc à chaque fois on a l'impression que les gens sentent bien que ça ne va pas, mais que quand il s'agit de passer à autre chose, il y a toujours un truc qui coince. L'État là-dedans, il peut aller un pas en avant, 2 pas en avant des gens, mais pas 10 pas en avant. Il y a toujours une espèce de ressort de rappel, et c'est un peu dans cette histoire-là qu'on est aujourd'hui, avec tout le monde sent qu'il faut changer, et puis personne ne sait qui doit commencer, et personne ne sait dans quelle direction, et tout le monde a un peu... Je prendrai juste un exemple, et puis je m'arrête. Yves Cochet parle de la croissance verte, que ça va apporter des emplois locaux, non délocalisables, que ça va avoir 3 avantages. On ne parle pas de croissance verte. Il y en a qui en parlent, mais il y a des vrais emplois quand même. Il y a des vrais emplois, c'est absolument vrai. Simplement, de l'efficacité énergétique, on en fait depuis 20 ans. Donc on sait bien que l'efficacité énergétique, c'est d'abord des investissements pour consommer moins plus tard. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. On ne fait pas, sauf à changer de comportement, mais on ne fait pas, sauf à réduire sa température chez soi à 12 degrés, on ne fait pas des économies de chauffage si on n'investit pas. Et le problème de l'investissement, c'est qu'il faut dépenser aujourd'hui pour gagner demain.
Et que ça, c'est quelque chose auquel les gens ne sont pas prêts, sur lequel les gens, mais pas seulement les gens, mais les entreprises. Pour faire des transports vertueux, il faut construire des lignes de train. Il n'y a pas, ou du transport en commun en général. Pour faire des entreprises qui fabriquent d'autres produits, il faut investir dans de nouveaux process, dans de nouvelles usines. Pour faire des logements qui ne dépensent pas d'énergie, il faut investir dans de l'isolation, voire dans des maisons à énergie positive, comme on dit aujourd'hui. Tout ça, c'est de l'investissement. Alors, qui dit à richesse égale, si on augmente l'investissement, il faut baisser la consommation. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. C'est pour ça que pendant 20 ans, on n'a pas fait d'investissement d'économie d'énergie. On a préféré consommer du pétrole, même si ce pétrole passait de 20 $ à 140 $ le baril et qu'on ne savait pas si demain il était à 200. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Parce que d'un côté, on nous dit c'est maintenant qu'il faut agir, on va en parler avec vous dans un instant, c'est pas demain ni après-demain. Et d'un autre côté, vous nous dites oui, mais bon, on ne sait pas trop. Non, moi je ne dis pas mais oui, mais bon, je dis il faut un discours de courage de dire effectivement il faut investir, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui se serrer la ceinture sur la consommation pour investir de façon intelligente. Et là, vous avez des doutes sur le fait qu'on puisse le faire. Et je dis, c'est la société en général qui maintenant doit dire oui ou non et doit accepter. L'État peut pousser, mais l'État ne peut pas aller contre la société. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, il faut que les gens... On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans ce domaine-là. Moi, je crois. Et je crois qu'à faire croire aux gens qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, on va vers de graves ennuis. Alain Grandjean, vous partagez ce point de vue? Il est tout à fait clair pour moi que, d'une part, il y a un dérèglement climatique qui est embarqué. Donc, dans les 10, 15, 20 prochaines années, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on va avoir des ennuis sérieux. On l'a rappelé dans les pays les plus pauvres, mais aussi dans nos pays où il y aura plus d'inondations, il y aura plus de canicules. Et d'ailleurs, quand même, la bonne nouvelle du jour, je travaille beaucoup avec les entreprises, c'est un sujet qui est de plus en plus pris au sérieux pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un sujet de business. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises sont très conscientes de ces sujets-là, elles savent que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre parce qu'il y a des enjeux d'adaptation au changement climatique qui est embarqué, parce que c'est des phénomènes extrêmement inertes. Il y a un deuxième grand sujet qui est le changement climatique ultérieur, qui lui pourrait être un peu atténué si on est extrêmement et très rapidement actif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'ordre de grandeur du calendrier, c'est qu'il faut qu'en 2015, les émissions mondiales de gaz à effet de serre soient plafonnées, puis réduisent. 2015, c'est vraiment demain. Quand on dit 3 ans pour sauver le monde, c'est juste que dans 3 ans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un très grand rendez-vous, c'est la fin du régime Kyoto. Donc on a Copenhague cette année, plus l'après-Copenhague, parce qu'on n'arrivera pas à avoir l'accord international à Copenhague. C'est maintenant qu'il faut se mettre d'accord, et c'est très compliqué, parce que les intérêts sont extrêmement divergents entre un Américain qui émet 25 tonnes de CO2 par an et un Chinois qui est à 4. Vous comprenez bien qu'il y a un sujet de conversation qui n'est pas juste un sujet de conversation de salon. Mais il y a un troisième sujet qui est très important, et pour une raison qui oblige à agir à toute vitesse, et Yves Cochet l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'on est en train de rentrer dans le plateau de production du pétrole. Alors si aujourd'hui le baril est à 40, c'est juste parce qu'on est en train de connaître une récession majeure. On rêve tous, ou en tout cas les médias nous font rêver sur une reprise. Imaginons qu'on ait une reprise dans un modèle conforme à ce qu'on fait aujourd'hui, le baril va se remettre évidemment à exploser. Et donc si on ne fait rien sur la question de nos consommations d'énergie fossile, on va avoir de très graves ennuis, et pas pour nos arrière-petits-enfants, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, et pas juste pour les mecs dont on se fout, parce que de toute façon, aujourd'hui, objectivement, on se fout du fait qu'il y a 1 milliard de personnes qui crèvent de la faim dans les fêtes. Et donc, c'est aussi pour nous. Donc, je partage complètement le point de vue qu'il faut se dépêcher d'agir à une ampleur qui est hors et sans proportion avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, si on prend des exemples très concrets, vous avez un logement. Le sujet, c'est de diviser par 4, 5 ou 6 la consommation énergétique de votre logement. Donc ça veut dire que si vous avez une véritable épave thermique, c'est un peu compliqué. Il va falloir investir massivement. Parfois, d'ailleurs, il y a des maisons qu'on n'arrivera pas à rénover. Donc c'est des sujets extrêmement lourds. Quand on a 30 millions de logements à retaper, on n'est pas dans la dentelle. Et on n'a pas 50 ans pour le faire. Donc ça veut dire qu'il faut partir sur des plans de type 100 000, 200 000, puis 300, puis 400, puis 500, puis 1 million de logements par an, pour arriver à un niveau qui est techniquement tout à fait faisable. C'est très facile de faire des logements qui sont basse énergie, c'est très facile, il faut juste un peu de volonté et s'y mettre. Sur la bagnole... Il faut avoir 30 000 € par logement.
Non, mais il y a des enjeux économiques dont on va parler, mais on ne peut pas tout dire en même temps. J'en parlerai juste après. Là, c'était juste pour dire qu'on est en train... L'image qui me vient à l'esprit la plus évidente, c'est que le Grenelle, c'est un échauffement. On est en train, c'est un petit rattrapage. Il fallait le faire, parce que si vous êtes en train de conquérir l'Everest, il y a intérêt à avoir été échauffé, d'avoir les muscles un peu à l'aise. Et puis là, on est en train d'arriver à peine au camp de base, je pense, à peine. Hein, on est dans avant juste le camp de base. Et quand on sera au camp de base, hein, c'est-à-dire le Grenelle sera signé, là, il va falloir commencer à rentrer un peu dans le dur. Et donc, l'effort, il est sans aucune commune mesure avec ce dont on parle en ce moment, ça me paraît très clair.